Dans cette citation, je pense que Michel Rocard, il résume en fait ce que sont les bonnes conditions d'une réforme de progrès tel que nous on le conçoit. C'est-à-dire le fait d'avoir le chemin du dialogue. Enfin, moi, Michel Rocard, pour nous, il est extrêmement important parce qu'il a toujours dit que le chemin importait autant que le but. Et on sait que pour construire un consentement à la réforme, il faut un maximum de dialogue. L'autonomie, parce que c'est la reconnaissance d'intérêts divergents qui traversent la société et le fait que les acteurs qui mettent en place une réforme, qui ont cette responsabilité-là, soient indépendants les uns des autres. Je crois que Michel Rocard, il a toujours considéré que le syndicalisme devait avoir sa part d'autonomie. Et le troisième point, c'est la durée. On le sait, et on va le savoir de plus en plus, je crois, avec les défis qui sont devant nous, que pour avoir un vrai consentement à la réforme, aux évolutions, aux changements, il faut qu'on puisse s'inscrire dans la durée et pas simplement par les coups de menton. Et donc je crois que cette citation, elle est un assez bon résumé des conditions nécessaires à une réforme consentie et à une réforme aussi négociée qui fait émerger les vrais bons compromis. Les vraies réformes sont contractuelles, toute annonce tombant d'en haut angoisse, car l'intention de réformer est traduite par l'opinion comme une intention de mettre un terme au petit pouvoir de telle ou telle corporation à la reconnaissance sociale. Bah, cette citation, c'est la reconnaissance que le contrat est parfois tout aussi puissant que la loi. C'est une conviction qui est très forte à la CFDT. Ça ne veut pas dire que la loi n'est pas nécessaire, mais ça veut dire que lorsqu'on négocie, et donc on signe un accord, et donc un contrat d'une certaine manière, eh bien c'est beaucoup plus puissant parce que on s'est engagé dedans. Lorsque c'est vertical, lorsqu'une réforme, même si elle porte finalement les mêmes ambitions, les mêmes mesures, lorsqu'elle est verticale, elle tombe d'en haut, elle n'est pas acceptée de la même manière. Et donc, c'est finalement une motivation au dialogue, une motivation à faire que les acteurs se confrontent et s'engagent dans la négociation et s'engagent dans un contrat pour faire d'une réforme quelque chose de plus puissant. Et on a du mal dans notre pays avec ça. Et quand je dis on a du mal, c'est les pouvoirs publics, les politiques ont parfois du mal, et souvent du mal, à considérer qu'il faut prendre le temps de cette négociation, mais les citoyens eux-mêmes parfois ont du mal, hein, en considérant que toute évolution, tout changement doit venir d'en haut, et en considérant pas suffisamment que les acteurs sociaux, les acteurs économiques, les organisations associatives ont aussi leur rôle dans la construction de ces compromis, dans ces contrats. Et donc, moi je crois que toute ambition de verticalité est finalement un frein à la réforme. Ça ne veut pas dire que la puissance publique, l'État, le gouvernement, le chef de l'État n'ont pas à prendre des décisions, au contraire, mais plus elles sont concertées, plus elles sont discutées et plus ça nécessite un engagement des acteurs à travers un accord, plus elles sont consenties et fortes. Et ce n'est pas de la perte de temps que de faire comme ça. Cette citation, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire la société civile euh, a aujourd'hui une vraie puissance dans notre pays si on veut bien l'écouter. C'est quoi une société? Une société, c'est un groupe de femmes et d'hommes qui sont traversés par des intérêts divergents, des points de vue différents. On a deux manières de concevoir la confrontation de ces intérêts divergents. Une manière très conflictuelle, où il y a des gagnants et des perdants. À chaque fois qu'on a fait ça dans une société, on est tombé sur des régimes autoritaires. Ça a été les régimes communistes à l'est de l'Europe, ça a été les régimes totalitaires fascistes ou néofascistes en Amérique du Sud. Et depuis, on a bien vu que ça prend d'autres formes dans d'autres pays aujourd'hui, mais à chaque fois qu'on nie la complexité d'une société et les intérêts divergents qui la traversent, on est finalement dans un recul par rapport à la démocratie parce qu'il n'y a qu'un gagnant possible dans ces cas-là, l'autre est un ennemi à abattre. Et donc, ce qui fait sens, c'est que les citoyens s'organisent entre eux pour porter des intérêts qui sont les leurs.
à travers une organisation syndicale pour les travailleurs, à travers une organisation patronale pour les entreprises, à travers une association de parents d'élèves, une association de consommateurs, etc. Et c'est, je crois, la reconnaissance de cette société civile, que certains appellent corps intermédiaire, moi je préfère société civile ou acteurs sociaux, qu'on comprend la complexité de la société. Et c'est parce qu'ils prendront part, ils seront écoutés, ils prendront part à la construction des changements nécessaires, qu'il y aura un consentement. Mais si on donne le sentiment qu'on fait une réforme sans tenir compte des intérêts divergents et sans leur donner la possibilité de s'exprimer et de construire les réformes nécessaires, les évolutions nécessaires, je crois qu'il y aura un recul du consentement. Pour différentes raisons, c'est que toutes les institutions aujourd'hui sont mises en doute par les citoyens. Il y a un rapport récent du CEVIPOF qui vient de sortir ces jours-ci, qui montre bien que les politiques, les partis politiques, les organisations syndicales, les médias, etc., les associations sont mieux considérées, mais quand même pas suffisamment. Donc on voit bien qu'il y a besoin de restaurer une image positive de cette société civile. Ça se fera par eux-mêmes, parce qu'on se réformera les uns et les autres pour être plus attractifs, plus modernes d'une certaine manière, mais ça se fera aussi parce qu'on leur laissera une plus grande place. Et c'est vraiment ce qui se joue en ce moment, très clairement. Ce qui se joue en ce moment, c'est comment on articule trois dimensions de la démocratie. La démocratie représentative, vous êtes élu et légitime pour exercer une responsabilité, et je pense qu'il faut renforcer et relégitimer le rôle des élus politiques, qui sont très importants, et on voit dans cette enquête d'ailleurs que les élus de proximité sont plutôt bien considérés par la population, donc il faut leur redonner pleine légitimité, et il faut dire que la démocratie politique est première d'une certaine manière, c'est très important, et il ne faut pas négliger ça. Il y a une émergence aujourd'hui de plus en plus forte d'un besoin de démocratie participative de la part des citoyens, qui est sans doute beaucoup plus fort que dans les années 80 ou 90, une aspiration à prendre la parole sur les choix qui nous concernent. C'est vrai dans la société comme dans l'entreprise. Mais il ne faut pas oublier la démocratie sociale, c'est-à-dire cette démocratie exercée par la société civile dans sa confrontation, dans son frottement, pour faire émerger les compromis. Et je crois que Michel Rocard, c'était celui qui avait le mieux compris ça, le mieux compris que c'est par cette confrontation qu'on fait émerger les meilleurs compromis possibles pour une société. Le succès de la réforme est dans la maîtrise de la durée. C'est pas faux. Après, la durée, le rapport au temps a beaucoup évolué dans nos sociétés. Et c'est clair que le côté, on prend connaissance d'un problème et on veut le résoudre dans les semaines qui suivent, c'est de plus en plus difficile. Donc on a besoin de s'inscrire dans une vraie durée quand on veut faire des changements. Pour autant, certaines choses sont urgentes. Certains éléments sont urgents. Mais, et donc moi je crois que la façon dont on gère la proposition d'une réforme, la façon dont on l'annonce, la façon dont on fait pas on prend pas les choses en urgence, c'est fondamental. On le connaît ça dans le monde de l'entreprise, hein. Lorsque vous avez une mutation du modèle productif dans une entreprise, parce que transition écologique, parce que changement de produit, etc., si on le fait au dernier moment de façon un peu brutale, c'est beaucoup moins accepté que si on a anticipé. Pour autant, anticiper, c'est pas toujours facile. Et donc, moi je crois que c'est le temps du diagnostic, en fait, qui est extrêmement important. C'est le temps du regard sincère sur la réalité. C'est-à-dire, la réalité est telle qu'elle est. Et le problème de nos sociétés aujourd'hui, c'est que souvent la réalité, on la transforme pour essayer de faire valoir ses propres idées. Donc il y a une question de durée, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais le succès de la réforme, et là-dessus je serais un peu en nuance par rapport à ce que disait Michel Rocard. Le succès de la réforme, il nécessite de maîtriser la durée, mais il y a des sujets, si on ne va pas dans le fond, la durée n'y fera rien. C'est vraiment la capacité à plonger dans la complexité des sujets. Enfin, très clairement, on le sait, par exemple sur la question des retraites, Michel Rocard avait quand même lancé le livre blanc et qui est encore très inspirant encore aujourd'hui, malgré un contexte différent. Il y avait besoin de ce contexte-là, de ce temps-là, et après, il y a eu de la durée entre le moment où il y a eu le livre blanc et le moment où on a commencé vraiment à taper dans le dur de l'évolution des retraites. Et pour autant, comme il n'y a pas eu suffisamment d'appropriation, de confrontation d'idées, et pas simplement de confrontation de postures, eh bien, la durée n'y a pas fait à elle toute seule. C'est-à-dire que si la durée, c'est le fait de procrastiner, pour les réformes, ça ne peut pas marcher. Si c'est le fait de respecter le processus que souhaitait Michel Rocard et auquel j'adhère, je suis d'accord avec lui.
Le succès des réformes tient pour beaucoup à la prudence de ne pas les avoir annoncées et surtout de ne s'être pas donné de date pour obtenir des résultats. Moi, je suis très en phase avec cette citation, tout simplement parce que ce dont on souffre, c'est le côté va-t-en-guerre permanent des acteurs et particulièrement des acteurs politiques. C'est-à-dire que je crois qu'on peut faire bouger tout un tas de choses euh, dans la société, mais aussi au sein des organisations. Moi, j'en fais l'expérience régulièrement, sans faire des coups de menton permanents, sans donner le sentiment qu'on est des va-t-en-guerre et qu'on va tout d'un coup promettre de la sueur et des larmes, et il va falloir le faire quoi qu'il en coûte, il va falloir faire cette réforme, etc. On a besoin, je crois, de modestie, de tempérance, on a besoin d'empathie aussi pour ce que ça peut provoquer pour telle ou telle partie de la population. Et donc, je crois que d'avoir des annonces qui seraient euh, euh, et on le vit souvent, hein, des annonces qui sont on va faire ça, et peu importe ceux qui sont d'accord, etc. C'est pas apaisant et c'est surtout pas la voie, c'est pas la voie du succès. Et puis, c'est vrai que le temps politique est aujourd'hui très accéléré, avec il faut qu'on obtienne des résultats très vite, etc. Et on sait que sur un certain nombre de sujets, ça va pas être le cas. On est en face de nous un mur écologique, on a une transition écologique à faire avec un risque climatique très fort. On a, on a la révolution technologique qui bouleverse le monde du travail, mais bouleverse nos sociétés aussi. Et on sait que se donner des objectifs, c'est très important, mais donner le sentiment qu'on va pouvoir tout faire à la hussarde, c'est pas accepté. Donc, on a besoin de temps, mais surtout, on a besoin de ne pas donner le sentiment qu'il y aurait quelqu'un de tout puissant qui déciderait tout seul et qui le ferait de façon un peu autoritaire. Ça ne marche pas. Par une espèce d'accord implicite, l'opinion publique n'appelle réforme que des actes législatifs vigoureux, hautement symboliques et durement conflictuels. Toute idée de changement ne remplissant pas ces conditions ne sont pas honorées du nom de réforme. La France est indifférente ou pire, ignorante de ce qui change lentement et ne se voit guère. Bah, cette citation, elle résonne en permanence. C'est-à-dire que ce qui se règle par la voie du dialogue, ce qui est le cas dans beaucoup d'entreprises sur beaucoup de sujets, ce qui est le cas dans beaucoup de territoires, ce qui est le cas aussi par des associations, des acteurs locaux qui font du travail et qui règlent des problèmes, qui font évoluer les choses, ce qui est le cas aussi de l'action publique, qui parfois évolue, même si pas suffisamment sur certains points. C'est jamais reconnu. C'est jamais reconnu si on ne s'est pas bien foutu sur la gueule, pour être un peu trivial, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu ça derrière l'idée, c'est-à-dire un gouvernement qui aura fait son épreuve du feu parce qu'il y aura une flambée sociale et qu'il l'aura maîtrisée, ce sera quand même quelqu'un qui aura fait des réformes. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Une réforme, au sens positif du terme, évidemment, c'est quelque chose qui change concrètement la vie des gens. Et ça peut se faire de façon apaisée sur la forme. Ça peut se faire, ça peut être radicalement un vrai changement. Et on le voit aujourd'hui dans tout un tas d'entreprises où on fait évoluer les choses en termes de durée du travail, de conditions de travail, de rémunération même, et apaiser sur la forme. Ça peut être sur le fond vraiment du changement et sur la forme de façon apaisée. Donc on a ce problème-là en France. On le sait, et moi qui suis président de la Confédération européenne des syndicats, je vois bien d'autres manières de faire ailleurs en Europe, des manières beaucoup plus apaisées, beaucoup moins dans le jeu de posture. Et donc il faut qu'on évolue là-dessus. Il y a quand même des signaux positifs. Les organisations syndicales qui aujourd'hui progressent le plus sont celles plutôt qui prônent le dialogue, une vision apaisée du chemin de la réforme, d'une certaine manière. On a aussi un problème, hein, c'est le rapport de la loi et du contrat, on l'a déjà évoqué. C'est vrai, s'il n'y a pas une loi, pour nombre d'observateurs, c'est que les choses n'auront pas vraiment changé. Or, les citoyens, tous les jours, sont engagés, les élus locaux, tous les jours, sont engagés, la puissance publique aussi, tous les jours, fait évoluer les choses et transforme. Mais ça, si ce n'est pas marqué par une conflictualité, si ce n'est pas marqué par un acte législatif, c'est vrai qu'on a du mal à considérer que c'est vraiment un changement. Et pour autant, moi je suis persuadé que c'est plutôt comme ça qu'on fait les changements que simplement par les actes législatifs. Je rappelle que les actes législatifs, on fait des lois en permanence et on les évalue quasiment jamais, que parfois elles se superposent et que les lois, parfois, ne règlent pas les problèmes.
Quand on prend le sujet, par exemple, de l'égalité pardon, entre les femmes et les hommes, eh bien, clairement, il y a tout ce qu'il faut dans la loi. Ce qui manque maintenant, c'est la mobilisation des acteurs. Et le vrai changement, ce sera que les acteurs s'en saisissent vraiment dans les entreprises, dans la société, ce qui commence à se faire pour que l'égalité devienne vraiment réelle. Eh bien, on voit bien que ce n'est pas la loi qui peut faire toute seule. C'est aussi les acteurs qui s'engagent. Donc, c'est un équilibre entre la loi et le contrat. La CFDT a oscillé, parfois en disant même presque que le contrat était supérieur à la loi. C'est clairement pas la position aujourd'hui. La position, c'est que la loi ne suffit pas et la loi ne peut pas tout, et que le contrat, encore une fois, est beaucoup plus engageant, beaucoup plus fort, parce qu'il met beaucoup plus de monde derrière.